Short on cash and on time. The twice impeached, quadruple indicted, disgraced ex-president, who was found liable for sexual abuse, has just 48 hours from now to post a bond for his $464 million civil fraud judgment to prevent New York Attorney General Letitia James from being able to collect while he appeals. And although Trump may be spouting on Truth Social that he has $500 million in cash, his lawyers are telling a different story in a court filing earlier this week, saying that they have been, quote, unsuccessful in their efforts to obtain a bond. Le début d'une procédure de confiscation des biens d'un président, autorisée par décision judiciaire et exécutée par des agents fédéraux, marque un tournant rare dans l'application pratique du droit civil américain. Le début de la semaine a été marqué par un mouvement institutionnel inhabituel. Des agents fédéraux et des représentants judiciaires ont entamé la saisie formelle de biens immobiliers associés à la Trump Organization à New York. Ces actions ont exécuté des ordonnances liées à une condamnation de plus de 450 millions de dollars pour fraude civile. Les opérations ont concerné des propriétés de grande valeur. L'immeuble du 40 Wall Street, la Trump Tower, tous deux situés à Manhattan. Ces biens font désormais l'objet d'inspections techniques, d'évaluations judiciaires et de mesures préparatoires en vue d'une éventuelle liquidation. La présence d'huissiers, désignés par le tribunal à des adresses emblématiques de l'empire immobilier de Donald Trump, a mis en évidence un tournant structurel. La transformation d'une condamnation judiciaire abstraite en saisie immobilière, avec des implications institutionnelles qui dépassent le cas individuel. Et l'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. Le contexte qui a rendu possible cette évolution implique une longue série de litiges avec l'État de New York. Une série menée par la procureure générale Letitia James, dont l'action en justice a abouti à une condamnation pour pratiques comptables frauduleuses au sein de la Trump Organization. Le cœur de l'accusation, l'inflation systématique des actifs pour obtenir des crédits et la réduction artificielle des valeurs dans les déclarations fiscales. Le procès civil, qui s'est déroulé sur plusieurs mois, a conclu que Trump avait adopté cette pratique pendant des années, créant ainsi un écart récurrent entre la valeur réelle et la valeur déclarée. Le tribunal a fixé le montant de la peine et ordonné la restitution des profits obtenus grâce à ces pratiques, avec possibilité d'exécution immédiate en l'absence de garantie financière valable. C'est là que la situation devient singulière d'un point de vue juridique. La législation de l'État de New York permet à un défendeur condamné de faire appel du jugement. Mais pour éviter l'exécution pendant que l'appel est en cours, elle exige que le montant total soit garanti par une caution judiciaire. Cette garantie doit être adossée à des actifs réels et acceptés par le marché. La défense de Trump a tenté d'obtenir cette garantie, mais selon des documents cités par la presse, au moins 30 institutions financières ont refusé d'émettre la caution, en raison du risque élevé et de la méfiance quant à la liquidité réelle des actifs offerts en garantie. Le refus des assureurs reflétait implicitement le cœur même de la condamnation, l'écart entre la valeur attribuée aux actifs et leur valeur marchande mesurable. Sans caution, le tribunal a autorisé le lancement de la procédure d'exécution. Des agents se sont rendus dans les immeubles, ils ont remis des notifications formelles, commencé à dresser des inventaires, autorisé l'accès des experts judiciaires aux propriétés. Parmi les cibles figuraient l'un des lieux centraux de la trajectoire entrepreneuriale et politique de Trump, l'immeuble situé au 40 Wall Street, présenté par lui comme un symbole de solidité financière, et la Trump Tower, emblème visuel de son ascension vers la notoriété. Ces lieux sont désormais des actifs sous surveillance judiciaire, susceptibles d'être transférés ou vendus aux enchères pour rembourser la dette établie. La procédure n'est ni soudaine ni urgente. Elle suit une procédure formelle, validée par des jugements faisant l'objet d'un appel mais non suspendu. Dans ce contexte, la saisie immobilière n'indique pas la fin de la procédure. Elle marque une transition de phase avec le transfert du litige des instances argumentatives vers la sphère de l'exécution forcée. La défense juridique de Trump a tenté de bloquer l'exécution avec de nouvelles demandes d'urgence. Elle a fait valoir que la mesure causerait des dommages irréparables au fonctionnement des entreprises, qu'elle porterait préjudice à des tiers étrangers au litige, et qu'elle constituerait un abus de pouvoir. Elle a réitéré que l'action intentée par Letitia James avait des motivations politiques, et que le jugement avait dépassé les paramètres qui a réitéré la régularité de la procédure, le caractère fondé du jugement et l'absence de vice justifiant une suspension. L'argument de la motivation politique, en particulier, a fait l'objet d'un commentaire emphatique dans la décision judiciaire.
Le tribunal a considéré l'accusation de persécution institutionnelle comme infondée et préjudiciable à la crédibilité du système, alors que la procédure judiciaire se consolide sur le plan technique. Sur le plan symbolique, l'épisode produit des bouleversements plus importants. Un président faisant l'objet d'une saisie immobilière ne correspond pas aux routines attendues du système politico-économique. La figure publique, construite autour de l'idée d'une réussite entrepreneuriale absolue, est désormais confrontée à des rejets financiers. Non pas de la part d'adversaires politiques, mais d'institutions de crédit qui refusent de reconnaître les valeurs déclarées comme une base fiable. Cette tension entre l'image et la réalité financière met en évidence non seulement une impasse individuelle, mais aussi une question institutionnelle plus profonde. Dans quelle mesure les systèmes formels peuvent-ils réellement exiger la responsabilité patrimoniale des personnalités publiques ayant accumulé du pouvoir ? C'est dans ce contexte qu'il devient particulièrement important de suivre attentivement les développements, en se concentrant sur les mécanismes formels et pas seulement sur les discours publics. C'est pourquoi cette chaîne continue de se concentrer sur les interprétations qui relient les décisions aux fondements juridiques et institutionnels. Si ce type d'analyse vous intéresse, nous vous invitons à suivre les prochains chapitres avec nous. Ce qui suit est encore en cours, mais ce que nous avons vu cette semaine suffit à indiquer qu'au moins sur un point, une limite a effectivement été franchie. À partir de là, ce qui semblait initialement être une exécution patrimoniale limitée à la sphère civile commence à révéler un réseau plus large de convergence institutionnelle. Le procès qui a donné lieu au jugement a été mené sous la juridiction de la Cour suprême de l'État de New York. Mais l'exécution de l'ordonnance a bénéficié du soutien d'agents fédéraux liés au US Marshal Service, en collaboration avec des fonctionnaires d'État et des huissiers de justice nommés par le tribunal. Cette coopération entre les sphères juridictionnelles n'est pas courante dans les actions civiles. Elle témoigne du degré d'attention et de complexité que requiert l'exécution de la décision. Concrètement, la présence d'agents fédéraux attestant de la légalité et de la sécurité de l'opération sert de mécanisme de protection institutionnelle, une protection contre les allégations de partialité ou d'abus de la part des autorités locales. Plus qu'un renforcement opérationnel, il s'agit d'un signal formel, un signal indiquant que l'exécution du jugement repose sur des procédures partagées et coordonnées entre différents acteurs du système judiciaire. Le chemin qui a conduit à cette coordination a commencé par les fondements juridiques de l'affaire. La base juridique de la condamnation est le New York Executive Law Section 63, paragraphe 12, une disposition qui permet au procureur général de l'État d'enquêter et de poursuivre les actes considérés comme frauduleux ayant un impact économique significatif. Cette législation a été utilisée pour documenter un comportement récurrent, un comportement impliquant la surévaluation des actifs dans les bilans financiers, des divergences entre les déclarations à des fins de prêt et les déclarations fiscales, et l'obtention de conditions de crédit avantageuses sur la base d'informations matériellement fausses. Il ne s'agissait pas d'un épisode isolé, mais d'un ensemble de pratiques enregistrées au fil des ans, impliquant de multiples propriétés et des déclarations contradictoires selon l'intérêt du moment. La décision de la juge responsable a conclu que les documents, les témoignages et les registres présentés constituaient un schéma délibéré de distorsion comptable, un schéma associé à des avantages économiques mesurables. Cette convergence aide à comprendre pourquoi le marché financier a réagi avec prudence à la demande de cautionnement de la défense. Même si le montant de la condamnation était élevé, il n'était pas impensable qu'un homme d'affaires dont la fortune déclarée s'élevait à plusieurs milliards puisse présenter des garanties compatibles. Le fait qu'il n'y soit pas parvenu démontre, selon les analystes du secteur, un effondrement partiel de sa crédibilité financière. Les institutions financières qui opèrent dans le domaine des garanties et des assurances judiciaires agissent sur la base d'évaluation de risque. En refusant d'accepter les biens immobiliers offerts en garantie, elles ont signalé que les actifs étaient non seulement surévalués dans les documents, mais également insuffisants pour couvrir le montant dû en cas de défaut de paiement. Le refus généralisé a donc eu une valeur probatoire indirecte. Il a renforcé, par le biais du marché, le fondement de la condamnation judiciaire. Sur le plan politico-institutionnel, la situation a suscité des réactions divergentes. Une partie du spectre républicain a traité cet épisode comme la continuation d'un cycle supposé de persécution, reprenant des discours déjà utilisés sur d'autres fronts juridiques. Mais au sein même de la structure du parti, des signes de distanciation ont commencé à apparaître. Des articles publiés par des médias tels que Politico et The Bulwark indiquant que les stratèges du parti républicain réévaluent le coût du maintien d'une image publique
fortement liées à la figure de Trump, notamment face à la possibilité de liquidation d'actifs emblématiques. La crainte ne se limite pas aux pertes matérielles. Elle s'étend à l'affaiblissement d'un argument central, l'idée que Trump incarne, de manière incontestable, la réussite entrepreneuriale et la maîtrise du risque, avec la judiciarisation croissante et les actifs exposés à un risque réel de cession. Cette image entre désormais en tension directe avec les faits documentés. L'action du pouvoir judiciaire, quant à elle, a suivi une ligne de cohérence procédurale, une ligne qui tend à renforcer sa position institutionnelle. Le refus de la Cour de suspendre l'exécution, même face à l'allégation de dommages irréversibles, s'est fondé sur un raisonnement clair. Les instruments juridiques étaient disponibles. Ils ont été proposés à la défense. Ils n'ont pas été utilisés efficacement. L'argument central de la juge était simple. S'il y avait une volonté de faire appel sans risque immédiat d'exécution, il suffisait de se conformer à l'exigence légale de cautionnement. L'absence de cette garantie n'invalide pas la procédure. Au contraire, elle confirme l'insuffisance des moyens disponibles pour suspendre les effets du jugement. Ce raisonnement réaffirme un principe fondamental, celui selon lequel le statut politique ou la notoriété sociale ne modifie pas les exigences légales applicables. Dans la pratique, cet épisode devient progressivement une référence sur les limites de la rhétorique publique face aux rites formels du droit. Le litige a révélé le degré de robustesse institutionnelle nécessaire pour appliquer des sanctions patrimoniales, même à l'encontre de personnalités hautement exposées. Cela ne résulte pas seulement de la force de la décision judiciaire, mais aussi de la capacité de coordination entre les organes chargés de son exécution. Et cette coordination devient encore plus essentielle dans un contexte de judiciarisation des conflits politiques, un contexte où les décisions juridiques sont fréquemment contestées dans l'espace public, présentées comme des expressions de partialité ou de conflits idéologiques. Dans ce cadre, l'affaire commence à être citée par les juristes comme un exemple pertinent, un exemple dans l'interprétation contemporaine de l'application civile en situation de forte complexité politique et financière. Des professeurs de droit et d'anciens procureurs fédéraux suggèrent que la conduite du procès pourrait créer des précédents sur la manière de traiter les accusés qui utilisent les mécanismes d'appel pour prolonger indéfiniment l'exécution, ou qui cherchent à transformer les litiges juridiques en tribune de mobilisation politique. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une affaire pénale, les effets institutionnels de la décision se répercutent déjà dans des domaines sensibles, la confiance du public dans les institutions, le fonctionnement des marchés, l'intégrité du système judiciaire civil, compte tenu de la multiplicité des instances impliquées, tribunaux d'État, marchés financiers, organismes de sécurité et presse. La poursuite de l'exécution patrimoniale place le système sous observation. Il s'agit d'un test de résilience, d'un test de clarté normative. Le processus est en cours. Mais ces répercussions dépassent déjà les limites de l'affaire. Elles alimentent des discussions sur le rôle des institutions face aux personnalités très en vue, et sur l'efficacité réelle des sanctions légales dans des environnements de polarisation intense. C'est pourquoi nous continuons à suivre chaque étape avec attention. Sur la base des informations contenues dans le dossier et des analyses produites par des observateurs du milieu juridique, la décision rendue dans le domaine civil et son exécution ont été examinées sous un angle différent. Le cœur de la controverse n'est plus la preuve des faits essentiels, mais les effets institutionnels que l'affaire projette. D'un point de vue formel, le jugement est étayé par des preuves documentaires et le respect des étapes procédurales reconnues. Néanmoins, différentes interprétations émergent quant à la signification de son application à un ancien président qui reste actif sur la scène politique. Pour certains analystes, cet épisode réaffirme l'idée que la loi doit s'appliquer à tous de manière égale, y compris aux personnalités très en vue et influentes. Pour d'autres, même lorsque les procédures sont respectées, l'action de l'appareil étatique dans des procès à forte visibilité politique exige une prudence permanente, afin d'éviter toute interprétation stratégique ou tout impact indirect sur la confiance institutionnelle. Le débat porte en grande partie sur les effets produits par la décision. Certains voient dans le rejet répété des arguments de la défense et dans la poursuite de l'exécution un signe que le système juridique a la capacité réelle d'imposer des conséquences matérielles, même face à des stratégies de contestation prolongées. En revanche, certains experts soulignent le risque d'usure institutionnelle lorsque les acteurs politiques recourent de manière récurrente au discours de persécution, même après des décisions confirmées par les instances supérieures. Ce risque ne se limite pas aux cas spécifiques. Il s'amplifie lorsque les discours publics en viennent à séparer
les fondements juridiques des effets concrets découlant du jugement. Le droit de faire appel reste garanti. La controverse réside dans la manière dont ce processus est présenté et interprété en dehors du cadre judiciaire. Certains estiment également que l'absence d'accord avant le jugement a contribué à augmenter les coûts politiques et institutionnels du conflit. Trump a choisi de contester chaque étape jusqu'à la limite autorisée, sans offrir de garanties financières compatibles avec la suspension de l'exécution. Cette voie a rendu pratiquement inévitable l'adoption de mesures patrimoniales plus visibles. Pour ses partisans, cela renforce le discours selon lequel des mécanismes juridiques seraient utilisés pour affaiblir un adversaire politique. Pour ses détracteurs, le résultat démontre que le système juridique parvient à fonctionner, même face à une résistance politique importante. Parmi ces interprétations, certains juristes décrivent l'affaire comme un test institutionnel en cours. Un test dont l'impact dépendra non seulement des prochaines étapes de la procédure, mais aussi de la manière dont le système politique et les médias encadreront les événements. Le scénario reste ouvert et marqué par des incertitudes concrètes. Les étapes suivantes comprennent l'évaluation détaillée des actifs, la nomination éventuelle d'administrateurs judiciaires et le traitement parallèle des recours présentés par la défense. Bien que l'appel principal soit toujours en cours, l'absence de la garantie exigée par la législation maintient l'exécution active. Ce décalage entre le temps des recours et les effets pratiques de la décision crée une situation inhabituelle, des mesures qui peuvent être révisées à l'avenir, mais qui ont déjà des répercussions matérielles dans le présent. Un tel contexte exige des protocoles clairs de réversibilité et une rigueur constante dans la préservation de l'intégrité procédurale, en particulier lorsque des biens de grande valeur et à fort impact public sont en jeu. À ce jour, il n'y a pas de consensus sur les conséquences politiques immédiates. En période électorale, la perception collective peut avoir un poids équivalent à celui du fait juridique. L'image d'actifs soumis à une intervention judiciaire, même juridiquement fondée, peut être interprétée de différentes manières par différents segments du public. Certains analystes indiquent que l'effet le plus sensible repose sur le récit construit tout au long de la carrière politique de Trump. Un récit selon lequel son expérience entrepreneuriale le qualifierait comme un gestionnaire efficace. Cette construction perd de sa force lorsque les actifs eux-mêmes associés à cette image sont confrontés à des risques réels. Des risques découlant d'un défaut de paiement juridique et d'un rejet financier. Dans le même temps, certains signes indiquent que la rhétorique de confrontation continuera d'être utilisée, comme stratégie de mobilisation politique, indépendamment de la base juridique. Cette coexistence d'interprétation rend difficile toute projection définitive. Les experts qui suivent l'affaire dans les publications juridiques soulignent un point central: la manière dont le système gère la combinaison de la judiciarisation, de l'exposition médiatique et de la contestation politique aura des effets durables sur la perception publique de la responsabilité institutionnelle. Le point central ne réside pas seulement dans le contenu de la décision judiciaire, mais dans la capacité à soutenir son exécution face aux pressions extérieures. Si le processus se déroule sans rupture institutionnelle et dans le respect de la cohérence juridique, il pourra servir de référence pour d'autres affaires impliquant des personnalités publiques. Si en revanche, il subit des déviations causées par des interférences externes ou des réponses institutionnelles fragmentées, il pourrait renforcer la perception de vulnérabilité du système face au pouvoir symbolique. C'est dans ce contexte que se révèle la tension entre les normes formelles et l'influence politique. Les institutions sont désormais évaluées non seulement sur leurs procédures, mais aussi sur leur capacité à rester cohérentes face à des acteurs présents simultanément dans les domaines juridiques, politiques et médiatiques. L'affaire ne se termine donc pas avec le jugement, ni avec l'exécution en cours. Elle reste un espace ouvert de contestation interprétative et institutionnelle. Un espace qui continuera d'évoluer à mesure que de nouvelles décisions produiront des effets observables. À ce stade, l'exécution patrimoniale se poursuit. Les étapes juridiques prévues n'ont pas été interrompues. Les recours sont toujours en cours, sans effet suspensif automatique, et les institutions concernées, du pouvoir judiciaire au système financier, continuent de fonctionner selon des normes qui, jusqu'à présent, résistent aux tentatives de réinterprétation par des voies externes. Le débat reste ouvert, et ce qu'il met en évidence, avant tout, c'est la manière dont les systèmes juridiques réagissent lorsqu'ils sont confrontés à la collision entre l'image publique et la responsabilité matérielle.